Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo. On va parler ETF Ethereum accepté à la surprise générale. J'avais justement fait une vidéo par rapport à ça il y a quelques semaines, si ce n'est mois de cela, où j'expliquais justement que dans le cas d'un ETF qui serait accepté, ça pourrait avoir des conséquences extrêmement positives au sujet en fait des altcoins qui subissent énormément, beaucoup de pression vendeuse depuis maintenant plusieurs mois. C'était absolument pas le scénario qu'on aurait pu imaginer, mais comme toujours et comme je ne cesse de le répéter, personne ne connaît l'avenir et c'est pour cette raison que personne n'est jamais sûr de rien. Et tout le principe de l'investissement, c'est d'être capable de définir des scénarios et ensuite d'appliquer quand il y a justement un de vos scénarios qui se matérialise. Voilà, et ça c'est l'investissement. L'investissement, ce n'est pas juste faire du gambling, juste se dire je fais ça, je pense qu'il va se passer ça et je croise les doigts pour que ça se passe. Ça, ce n'est pas du gambling. Voilà. Enfin, c'est du gambling justement, pardon, et ce n'est pas de l'investissement. Donc, on va parler un petit peu de tout ça aujourd'hui. On va parler du pourquoi est-ce que c'est un événement majeur et pourquoi est-ce qu'on a eu ce revirement de situation en l'espace de quelques jours du côté américain et quels sont les impacts que ça peut avoir maintenant au niveau du marché des crypto-monnaies. On va rapidement analyser ETH et notamment ETH BTC pour essayer de voir quels sont les niveaux techniques à surveiller pour commencer à avoir de vraies confirmations d'un début en fait de rebond de la dominance pour le coup en fait d'Ethereum et surtout d'une surperformance d'Ethereum par rapport au Bitcoin. On verra que pour l'instant, il n'y a pas encore réellement de signaux et on parlera bien évidemment des altcoins un petit peu pour faire suite à la vidéo que j'ai faite la semaine dernière qui a fait un petit peu jaser. J'ai l'impression qu'il y a eu certaines personnes qui l'ont un peu pris de manière personnelle, mais ça c'est un gros problème. Je pense que des personnes prennent mal en fait ce que je dis parce que quand on est factuel, et j'essaie d'être le plus factuel possible, si on prend quelque chose de mal, ça veut dire qu'on a un problème. Ça veut dire qu'on est peut-être beaucoup trop exposé sur un projet, on a peut-être beaucoup trop en fait d'attente envers un projet et on ne supporte pas d'entendre des personnes qui vont pas du tout en fait dans notre sens. Et ça honnêtement, c'est un biais sur lequel il faut absolument travailler parce qu'en investissement, il y a une chose que moi j'ai appris, c'est qu'il ne faut jamais avoir le moindre sentiment envers n'importe quel projet. Il faut être capable de les vendre ou de les acheter honnêtement sans avoir le moindre remords, sans avoir peur en fait de se tromper et sans avoir le moindre attachement émotionnel. Dès l'instant où on commence à mettre de l'émotion dans des investissements, c'est juste la pire des choses qu'on peut être capable de faire parce que vous ne serez jamais objectif. Donc ça pour le coup, mais je pense que c'est vraiment un gros problème. On fera également un petit peu donc le tour rapide des indicateurs on-chain et je vais notamment en présenter deux pour voir un petit peu où est-ce qu'on en est aujourd'hui dans le cycle. Et je terminerai justement par les alts et notamment les alts contre Ethereum parce que si on part sur un scénario où Ethereum part dans une phase haussière contre Bitcoin, l'autre question qu'il faudra être capable de se poser, c'est est-ce que les altcoins sont dans une phase de surperformance par rapport à l'Ethereum? Parce que si ce n'est pas le cas, encore une fois, il vaut mieux être fortement exposé sur Ethereum que sur les autres altcoins. Bref, on parlera un petit peu donc de tout ça dans cette vidéo. Avant de commencer, un petit rituel comme d'habitude, surtout pour les nouveaux qui ne me connaissent pas forcément. Donc aujourd'hui, j'ai lancé récemment deux produits qui permettent de s'exposer à une stratégie active sur les crypto-monnaies. Un produit qui est coté en bourse et qui permet d'être exposé à une stratégie et d'être totalement liquide, de pouvoir rentrer et sortir quand bon vous semble, et ce à partir de 1 000 €. Donc pareil, comme toujours, le lien est en description pour recevoir les informations. Et les préinscriptions de mon fonds d'investissement sont également réouvertes. Vous pouvez envoyer un email. C'est sur un ticket minimum de 50 000 € pour les préinscriptions. Voilà, donc vous trouverez toutes les infos en description. Je ferai un point un petit peu plus complet, notamment au niveau des performances et notamment au niveau un petit peu de comment ça se passe, mais pas tout de suite. On va dire que pour l'instant, on est encore sur une phase de lancement, notamment au niveau du fonds. Mais en tout cas, quand tout ça sera fait et qu'on aura déjà
onboarder quelques nouveaux clients. Je prendrai également un petit peu le temps pour expliquer un petit peu plus en détail comment est-ce que ça fonctionne, quels sont les avantages et bien évidemment les inconvénients de ce genre de produit. Alors, on va maintenant attaquer cette vidéo. Donc déjà, pourquoi ce revirement de situation? Bon, que les choses soient claires. Tous ceux qui étaient là en train de vous dire que l'ETF Ethereum allait être accepté sont des personnes qui n'étaient pas objectives. Voilà. Aujourd'hui, il y avait, en tout cas hier, il y avait plutôt tous les indicateurs qui nous prouvaient en fait que la SEC ne voulait absolument pas avancer sur le sujet. Il n'y avait aucune discussion. Et depuis des semaines et des semaines, tous les experts dans ce milieu étaient quasiment unanimes. Quand il n'y a aucune discussion et qu'il n'y a aucune avancée crédible, alors que l'échéance arrive très très vite, eh ben, il y a très très forte chance pour qu'au final, il ne se passe rien du tout et pour que ce soit refusé. Et c'est pour ça en fait que la plupart des experts, ils étaient très pessimistes, entre 0%, aucune chance, si ce n'est une toute petite chance pour qu'il puisse être accepté. Donc, qu'est-ce qui se passe quand, de manière objective, il n'y a aucune chance ou quasiment aucune chance? Eh ben, on va du côté de là où on a le plus de chances d'avoir raison, ce qui est totalement logique. Et donc, on parie plutôt sur un refus. Et c'est pour ça qu'on a eu une pression vendeuse extrêmement forte sur l'Ether. Pression vendeuse qui, je le rappelle quand même, durait depuis déjà bien avant en fait qu'on annonce les ETF Ethereum, mais qui était également là du fait que la SEC était extrêmement agressive envers la plupart des projets crypto. Et la SEC, on va dire, elle cultivait en fait vraiment cette ambiguïté par rapport à la régulation, par rapport au fait qu'on ne sait pas, est-ce que c'est un security, est-ce que c'est une commodities, est-ce que ça devrait être encadré par la CFTC pour les commodities ou alors par la SEC. Toutes ces choses-là, en fait, ça provoque de l'incertitude. Et donc forcément, au niveau des altcoins, c'était très compliqué. Le seul actif sur lequel on avait des certitudes, c'était le Bitcoin et uniquement le Bitcoin. Et ça a vraiment porté préjudice énormément aux altcoins, mais même aux entreprises crypto qui n'arrivaient pas à évoluer aux États-Unis, parce que quand il y a un manque de clarté réglementaire et qu'on se prend des attaques systématiques de la SEC, ça coûte énormément d'argent pour se défendre et arriver à un moment, en fait, on jette l'éponge. Voilà, tout simplement. Donc tout ça a été extrêmement néfaste. Le marché européen, qu'on se le dise, c'est pas l'Eldorado non plus. Alors le marché européen, comme à son habitude, il avait un boulevard pour être capable de récupérer une partie des projets crypto, une partie même des investissements qui auraient pu être faits sur son territoire. Ils ont essayé de nous pondre un truc, mais comme d'habitude, en fait, l'Europe, ça ne fonctionne pas et ça, on le sait depuis longtemps. Alors, encore une fois, c'est hors sujet par rapport à la vidéo, mais on a encore la preuve, une fois de plus, que l'Europe, ça ne fonctionne pas. Ça prend toujours des plombes pour être capable de nous pondre une loi. Au final, on nous parle de MiCA depuis des années. Il y a une incertitude réglementaire en plus par rapport à MiCA. On l'a vu notamment par rapport aux stablecoins. Au final, même les émetteurs de stablecoins vont quand même continuer d'opérer alors que techniquement, ils ne respectent pas les contraintes totalement délirantes qui leur sont imposées par la réglementation européenne. MiCA devrait normalement rentrer en application de manière complète en 2026. Et vous vous rendez compte le temps que ça prend. Et les Américains qui jusqu'à présent se tournaient les pouces avaient une administration qui était pratiquement anti-crypto, qui faisait tout en fait pour freiner les choses. En quelques semaines, ils arrivent à avancer et ils vont être capables de complètement dépasser les Européens. Et ça, c'est fascinant en fait de voir à quel point est-ce qu'ils ont cette capacité à pouvoir s'adapter et à être capables de changer radicalement de position, et ce, dans les paroles, mais également dans les actes. Et les Européens, encore une fois de plus, je donne pas cher en fait de ce qui va se passer, parce que là, on commence à avoir un cadre qui va être beaucoup plus encadré par rapport aux crypto-monnaies. Je pense que beaucoup vont partir. Et on l'a notamment vu avec Circle, qui au final est en train déjà de déplacer son siège pour le remettre aux États-Unis. Ce n'est que le début à mon avis. Et encore une fois, on aurait pu, en tout cas l'Europe aurait pu pour une fois être capable de prendre un peu les devants par rapport à l'oncle Sam qui, eux, ont fait l'erreur d'être plutôt, on va dire, sur la défensive par rapport aux cryptos.
chose que normalement ils ne sont pas parce qu'ils sont toujours pour justement la liberté, la création et ensuite la régulation. Mais bon, là pour le coup c'était un sujet un petit peu plus compliqué, notamment vu que ça attaque directement le système bancaire. Mais c'est regrettable. Encore une fois de voir en fait que pour le coup, à mon avis, l'Europe va encore une fois de plus perdre ce secteur-là au profit des Américains. Et on le voit déjà, c'est les Américains qui font le marché. Voilà. Et ils vont continuer, à mon avis, à avoir une empreinte encore plus importante. Ils vont avoir des géants qui vont exploser. On a Coinbase, on a les ETF, on a BlackRock qui rentrent dedans. Où sont les Européens? Voilà. Encore une fois de plus, j'ai envie de dire encore une fois de plus. Malheureusement pour eux, mais c'est toujours comme ça et j'ai pas l'impression que ça va changer. Bref, donc pourquoi ce revirement de situation du côté américain? C'est pas moi en fait pour le coup qui ai développé cette thèse et j'ai même pas commenté en plus cette magnifique image. Alors j'ai essayé en fait de représenter la SEC avec notre cher Gary qui a une casquette anti-crypto et qui reçoit un petit coup de fil de Biden pour lui dire « Bon écoute Gary, t'es bien gentil à nous faire chier par rapport aux cryptos depuis un petit moment, mais là on est en train de se faire éclater au niveau des sondages et ma place elle risque de sauter. Les cryptos a priori, c'est un sujet qui importe pour une partie de la population bien plus importante que ce que je n'aurais pu imaginer. Donc tu vas te calmer par rapport aux cryptos et tu vas les laisser faire un petit peu ce qu'ils veulent. » Voilà. Et j'ai essayé un petit peu de représenter ça. Avec un Gary qui lui ressemble pas trop, pour le coup, qui est plutôt surpris en fait du coup de fil qu'il vient de recevoir et qui là est en train de se dire merde, on a du boulot sur la planche et on a pas mal de retard à rattraper. Voilà. Bref de plaisanterie par rapport à tout ça. Donc un article plutôt bien détaillé de la part de Esprit Critique sur justement pourquoi est-ce que l'ETF a été accepté. Donc je ne vais pas tout revoir, je vous laisse aller voir directement si ça vous intéresse sur Twitter. Grosso modo, en fait, les choses, elles ont commencé de par la victoire de Grayscale contre la SEC, qui a été contraint d'accepter l'ETF Bitcoin. Alors après, ils ont essayé un petit peu de temporiser en disant, voilà, on a accepté celui-là, mais par contre, pour les autres, les gars, vous oubliez. Voilà, donc ils ont essayé de se dire, là, on a pris une défaite, mais la guerre, elle n'est pas terminée. Voilà. Et il faut dire que c'est clairement ce qui s'est passé, parce que en réalité, depuis qu'il y a eu l'acceptation des ETF Bitcoin, par rapport aux ETF Ethereum, en fait, ça n'a quasiment pas avancé. Il n'y a eu aucun dialogue concret entre la SEC et les différents émetteurs. Il n'y a aucun vraiment sujet qui a vraiment évolué. Et c'était même l'une des principales raisons pour laquelle je pense qu'une bonne partie des gens pensaient qu'il n'y avait aucune chance. De plus, n'oublions pas que la SEC a commencé à attaquer la fondation Ethereum, Consensus, justement pour essayer de justifier le pourquoi est-ce qu'ils vont refuser les ETF Ethereum. Ils essayaient en fait parce qu'ils savaient très bien en fait que s'ils refusaient, ils pouvaient se reprendre encore une fois un procès. Et donc je pense qu'ils ont clairement essayé de se protéger le plus possible en essayant de trouver un angle d'attaque, peut-être en regardant un petit peu ce qui se passe du côté de la fondation Ethereum, du côté de Consensus et d'autres entreprises qui ont également été attaquées par la SEC. Mais tout a changé lorsqu'il y a eu la publication d'un sondage. Je vous rappelle qu'on est dans une année d'élection aux États-Unis, que Biden est dans une mauvaise posture, que Trump, toujours là, pour le coup, lui s'est clairement emparé du sujet. Alors, je me suis fait encore une fois un petit peu troller dans les commentaires la semaine dernière quand j'ai commencé à oser dire que Trump était un opportuniste. C'est triste en fait de voir qu'il y a quand même des personnes encore très naïves aujourd'hui par rapport aux hommes politiques. Donald Trump avait une politique anti-crypto. Je pense que c'est important quand même de le dire. Quand il était président des États-Unis, il était totalement anti-crypto. Et il a complètement changé de posture lorsqu'il y a eu toute une partie de son électorat qui ont commencé à créer des NFT. Et c'est là où il a dû se dire, tiens, là il y a une manne financière à se faire. En plus, ça plaît à ma communauté en fait d'électeurs, donc on va s'engouffrer là-dedans. Il a commencé bien évidemment là-dedans. S'il n'y avait aucun intérêt à faire ça, il ne l'aurait absolument pas fait. L'intérêt était double. Premièrement, financier.
Je rappelle que Trump a besoin de beaucoup de pognon pour financer justement ses différents procès et les différentes amendes qu'il est en train de se prendre. Et c'est pas pour rien qu'il a coté en bourse son réseau social. Encore une fois, ceux qui pensent que c'est pas pour ça, mais qu'est-ce que vous êtes naïfs. C'est incroyable quand même d'être autant naïf à ce point. Et c'est vraiment regrettable en fait, parce que Trump est un politique comme les autres. D'accord, il change d'avis comme de chemise et quand il y a une opportunité, il saute dessus. C'est le cas pour Trump, c'est le cas pour Biden. Ce sont exactement les mêmes. Hein. Ne croyez pas en fait pour le coup qu'il y a un changement radical entre ces différents personnages politiques. Et donc forcément en fait Biden s'est dit, il y a un sondage qui est en train de voilà, qui nous dit qu'en fait les cryptos c'est un sujet majeur. Je crois que c'est 20% au final des électeurs pour qui en fait c'est un sujet qui est important pour le coup. Il est en train de perdre. Il voit que Trump, lors d'un discours, je fais le site du téléphone, mais c'était pas au téléphone, bref, lors d'un discours, en fait, il commence à dire oui, les cryptos, c'est génial, etc., etc. Bon, là, il est plutôt sur la posture de l'opposition. Biden est contre, il est forcément pour. C'est la posture classique de l'opposition. Et c'est là, en fait, où je vous dis qu'en fait, c'est un politique comme un autre. Enfin, honnêtement, les politiques aujourd'hui, c'est un peu ça. C'est si le gouvernement en place est pour, bah, je suis forcément contre. Voilà. Alors que c'est complètement débile en fait hein, en réalité quand on y pense. Mais bon, c'est comme ça que ça marche et c'est ça en fait malheureusement la politique aujourd'hui. Il a dû se dire, on a Gary qui arrête pas en fait de taper sur la crypto. On a un ETF qui va sûrement être refusé, donc ça va encore, on va dire, donner raison à Trump. Et donc forcément, changement de posture radical de l'administration Biden. Ça a commencé avec l'annulation d'une règle qui s'appelait SAB 121 qui avait été proposée par la SEC, bien évidemment, et qui imposait de lourdes exigences de capital aux dépositaires de crypto. C'était vraiment une réglementation mais complètement débile, qui a été annulée. Et là, ça a été déjà le premier signe que, ah tiens, on commence un petit peu à corriger en fait les erreurs. Et ensuite, on a une réglementation qui s'appelle FIT 21 pour fournir un cadre légal beaucoup plus clair et pour clarifier les choses vis-à-vis de la SEC et de la CFTC pour savoir tout simplement en fonction de si c'est une crypto qui fait du staking, qui est vraiment décentralisée ou non, etc. Est-ce que c'est au rôle de la SEC de réguler ou de la CFTC. Et ça, c'était jusqu'à présent totalement bloqué par les démocrates. Et puis un matin, on se réveille, on a la Maison-Blanche qui indique qu'elle ne mettrait plus de veto sur cette loi. Et puis on a plein de démocrates qui au final se disent en fait pourquoi pas, tiens maintenant en fait on va voter pour. Voilà, encore une fois c'est de la politique, d'accord. Quand on dit que les politiques sont des girouettes, c'est pas nouveau et ça existe en France, ça existe partout en fait tout simplement. Quand on reçoit une directive d'en haut, on change d'avis. Donc c'est quand même, ça vous prouve à quel point est-ce que les politiques au final ils ne font qu'écouter ce qu'on leur dit et ils n'ont vraiment mais aucun avis personnel. C'est-à-dire que ils votent parce que le parti leur dit de voter. C'est quand même aberrant. Alors, si on appelle ça une démocratie, très bien. Après, je ne suis pas là pour commencer à débattre en fait de tout ça. Mais moi, ça me fascine toujours de voir à quel point est-ce que en fait, ce sont juste des girouettes qui peuvent changer en fait d'avis comme de chemise. Mais encore une fois, c'est pas nouveau. On le sait. Mais en fait, le vivre, le revivre, le re-revivre, c'est toujours marrant à voir. Voilà. Et donc, changement complètement de position. La loi n'a pas encore été adoptée. Mais en tout cas, c'est en bonne voie. C'est en très bonne voie. Circle qui annonce revenir aux États-Unis. Circle qui avait sûrement des informations pour lui garantir que d'un point de vue réglementaire, les choses iraient sûrement beaucoup mieux que jusqu'à présent. Et puis là, au final, la SEC qui a l'air de se réveiller d'un seul coup et qui met la pression à tout le monde en mode bon les gars, on a une deadline pour dans quelques jours pour l'ETF, donc vous vous dépêchez, vous vous préparez parce qu'on va l'accepter. Voilà. Et donc fascinant, et donc forcément il se passe quoi quand on a un marché qui anticipe un refus, comme toujours en fait, la volatilité elle est provoquée par un marché qui a mal pricé. Ce qui est le cas, parce qu'en fait il aurait dû pricer pour un accord, même si tout lui donner raison pour avoir un refus. Mais forcément, il a tort. Donc, quand il a tort, rattrapage. Et c'est pour ça que l'Ether s'est réveillé et qu'il a complètement explosé lorsqu'on s'est rendu compte que en fait, les chances n'étaient pas à zéro, mais étaient plutôt proches des 100%.
Voilà. Donc maintenant, parlons un petit peu du Bitcoin. Le marché avait clairement anticipé le refus. Encore une fois, ceux qui disent le contraire sont des menteurs. Voilà. Objectivement, le marché avait totalement pricé le refus de l'ETF Ethereum. D'un point de vue technique, oui, on avait clairement des signes d'un excès baissier. Je vous l'accorde, mais pour autant, ça ne veut absolument pas dire qu'on est quand même capable de faire un vrai bottom et de repartir juste en se basant sur ça. Donc oui, on a eu clairement des excès, mais on avait vraiment une tendance baissière qui était en train de se dessiner, avec notamment une cassure de cette zone ici, qui a été retestée une première fois, une deuxième fois, ça repart, on refait un nouveau plus bas. On avait vraiment quand même des caractéristiques très baissières. Bien évidemment, là on peut se dire c'était un piège. Oui, c'était un piège, mais aussi parce qu'il y a eu une grosse surprise du marché. Et donc forcément, gros rattrapage. Et on vient péter tout de suite la zone ici, les 0,51 qui était le premier niveau de résistance qu'il fallait reprendre. Maintenant, c'est chose faite. Le travail est loin d'être terminé. Le vrai niveau, c'est le niveau sur lequel on est actuellement. En fait, c'est un niveau qui avait été testé 2 fois déjà durant l'année 2024. Une première fois sur le début de l'année, ici, où on avait déjà eu une très très grosse accélération sur l'Ether. Au final, là, on s'était dit c'est bon, ça repart, le point bas a été atteint. Et au final, non, pas du tout. Boum, ça replonge. On revient retester la zone ici parfaitement à 2 reprises. Et là, on se fait encore une nouvelle fois rejeter et on repart faire un nouveau plus bas. Donc, on a eu quand même déjà 2 tentatives de ce niveau ici qui est soutenu par la moyenne mobile 100. Et là, on est sur du 3D. Regardez, c'est exactement le niveau sur lequel on est actuellement aujourd'hui. On a également cette droite de tendance ici baissière qui fait également parfaitement office de résistance exactement sur ce niveau-là. Donc, ce niveau, c'est vraiment le premier, la vraie première zone de travail qu'il faut être capable de casser pour être capable de vraiment donner des signaux d'un réel démarrage haussier. Le RSI a été certes cassé ici, mais ça avait été également le cas ici. Et ça avait été des mouvements extrêmement piégeux. Donc pour l'instant, on a un remake de ce qui s'est passé à 2 reprises et qui n'ont pas été capables de percer les vrais niveaux de résistance. Donc là, aujourd'hui, je pense qu'on a vraiment toutes les armes pour être capable de casser ce niveau. Pour ce faire, il faudrait être capable de tenir la zone des 0,51, ne pas repartir plus bas. Et si on stabilise sur ces niveaux-là sur plusieurs jours, ce sera très très bien. Et après, un breakout donnera réellement le signal. Voilà. Encore une fois, de mon point de vue, il ne faut jamais anticiper. Les signaux sont là pour être capable justement de prendre des décisions au bon moment. Ceux qui se sont positionnés ici en mode « c'est bon, l'ETF est annoncé, il sera sûrement accepté, je prends de l'Ether », au final, durant quasiment la moitié de l'année, ils ont sous-performé Bitcoin. Donc, ce n'était pas une bonne chose à faire. Ceux qui l'ont fait ici, une nouvelle fois, ils l'ont fait sur un top et boum, ils ont encore sous-performé Bitcoin. Si on attend des confirmations, c'est beaucoup mieux. Certes, on va rentrer un peu plus haut, mais au moins, on n'aura pas eu 2 échecs. Parce qu'au final, ceux qui sont rentrés là, soit ils ne sont pas sortis, mais ils ont dû quand même bien serrer les fesses, soit ils sont sortis, ils ont pris une première perte. Si ça re-rentre là, ils ressortent, ils reprennent une deuxième perte. Certes, au final, là, s'ils re-rentrent maintenant, en anticipation du breakout, ils peuvent avoir raison. Mais est-ce que ça va être capable d'effacer les 2 pertes qu'ils ont prises par rapport à une personne qui n'aura rien fait et qui, elle, va tranquillement attendre la clôture au-dessus de ce niveau-là? Moi, en tout cas, je fais partie de cette école-là. Aujourd'hui, je n'ai pas surpondéré l'Ether et ni les altcoins. J'ai toujours une pondération de l'ordre d'à peu près 50-55% sur les alts et 45% sur BTC. Et je peux être amené effectivement à surpondérer les altcoins et à baisser la pondération, par exemple, du Bitcoin à 30% pour avoir vraiment une grosse exposition sur l'Ether et également sur les top alt de mon indice. Ça c'est tout ce que je partage justement dans ma communauté privée. Mais de mon point de vue, il ne faut pas trop anticiper. Ce n'est pas pour autant que je suis full Bitcoin. Loin de là. Et j'ai toujours dit en fait que j'avais toujours gardé un pied dans Bitcoin et même en grande partie parce que dans les altcoins parce que la moitié du portefeuille est entre l'Ether et les altcoins. Ça peut être intéressant de booster un peu plus le portefeuille sur un petit peu plus d'alt,
quand les signaux seront là. Encore une fois, la patience, c'est la chose la plus importante en investissement. Donc quand il y aura une reprise de ce niveau-là, quand on aura breaké cette droite de tendance baissière, quand on aura repris la moyenne mobile 100 et qu'on va commencer à évoluer au-dessus, on peut commencer à parler de retournement de tendance. Je rappelle encore une fois en fait que si on part sur une réelle tendance haussière, ce n'est pas l'histoire de quelques jours, c'est plusieurs semaines, voire plusieurs mois à la hausse. Donc encore une fois, est-ce qu'il y a absolument besoin de s'exposer tout en bas? Ben, je ne pense pas, parce que celui qui cherche absolument à s'exposer tout en bas, il s'est forcément exposé ici, il s'est exposé ici, il s'est exposé ici, il s'est exposé ici, et il a pris des pertes à chaque fois. Voilà. Donc au final, se prendre 4-5 pertes et ensuite avoir éventuellement raison à la 6e fois, est-ce que c'est vraiment si intéressant que ça par rapport à quelqu'un qui lui va attendre des signaux? Je ne suis pas certain. Et en plus, c'est beaucoup moins consommateur, on va dire, en termes de temps également. Le temps est aussi un des facteurs qui est extrêmement important lorsqu'on fait de la gestion active. Donc voilà en tout cas un petit peu par rapport à l'Ether. Maintenant, quid des altcoins? Est-ce qu'elles vont enfin se réveiller? Parce que je sais que ça, c'est un sujet qui est toujours un petit peu épineux dès qu'on commence à parler un petit peu des altcoins. Alors, objectivement, l'arrivée des ETF Bitcoin a principalement favorisé Bitcoin, a permis quand même quelques narratifs sur les runes, même si ça n'a pas duré très longtemps, sur les ordinals également. Par contre, on a pu voir que notamment quand BlackRock a lancé son fonds Build, ça a clairement fait exploser tout le narratif autour des Real World Assets, donc le RWA. Donc là, clairement, on va dire que BlackRock a permis le narratif sur les RWA. Le projet porte-flambeau de ce narratif-là, c'est un projet que moi, j'ai recommandé à ma communauté en 2022. C'est une pure coïncidence. Je n'avais aucune idée en fait de ce qui allait se passer, bien évidemment, et je ne m'accorderai absolument pas le mérite d'avoir dit grâce à moi, on a été capable de se positionner avant tout le monde sur ce narratif-là. Il y a une énorme part de chance là-dedans et il ne faut jamais le cacher. Bien sûr, il n'y a pas que de la chance, mais en tout cas, il y a une grosse part de chance par rapport à ça. Donc le projet Ondo Finance, qui est le porte-flambeau des RWA, c'est un projet qui est dans une dynamique haussière. C'est un projet qui surperforme Bitcoin et qui surperforme l'ensemble du marché. Ça en revient à ce que je disais dans ma dernière vidéo, où je dis que d'un point de vue global, les altcoins ne sont pas intéressantes, mais si on a cette capacité à aller chercher projet par projet vraiment les narratifs qui aujourd'hui qui drivent de l'intérêt, qui attirent les capitaux, on peut être capable d'aller chercher de la surperformance. Et c'est justement le cas sur le projet de Ondo Finance. Donc projet auquel moi j'ai participé à l'ICO en 2022. Aujourd'hui j'ai un ticket à 6 chiffres sur ce projet. On est dans une tendance haussière. Je peux avoir un avis qui est biaisé. Comme j'ai pu le dire, j'ai une bonne exposition sur ce projet-là. Mais d'un point de vue objectif, je pense que c'est un des plus beaux graphiques que nous avons aujourd'hui pour des projets du top 100. On est sur une très très belle dynamique haussière. On a eu une belle première vague d'impulsion, une longue stabilisation qui a duré quand même plusieurs semaines, voire même plusieurs mois. Et de nouveau, un breakout. Breakout qui a eu lieu sur l'annonce de l'ETF Ethereum. Alors, quels sont les projets justement qui profitent de ça? J'en avais parlé dans ma vidéo justement qui traitait un petit peu du sujet, sans grande surprise, encore une fois, il ne faut pas être devin pour ça, mais ça va bien évidemment être tout ce qui tourne autour de l'écosystème Ethereum. Donc ça veut dire DeFi, restaking, Ondo Finance qui est principalement développé sur Ethereum, et en fait tout ce qui peut toucher de près ou de loin à Ethereum peut en réalité être capable d'en profiter. C'est notamment le cas par exemple même de projets comme Link. Si on prend des projets comme Link, on a eu cette première belle phase d'impulsion, on a eu la phase de stabilisation, on est reparti chercher le haut du range. Il sera intéressant de voir si cette fois-ci on est capable de breaker ou pas la zone des 18. Là en tout cas on a un début de signal de reprise, on a repris le RSI 50, on a fait un beau retracement sur nos 2 moyennes mobiles ici qui ont fait parfaitement le rôle de zone de support. On a repris les moyennes mobiles de court terme, on est bloqué sur l'une des dernières principales résistances. Si ça pète à la hausse, voilà. En tout cas, on peut avoir vraiment des altcoins qui en profitent. Est-ce qu'elles vont toutes en profiter? Encore une fois, de mon point de vue, la réponse est non. En fait, on ne peut pas être objectif et dire parce que
il y a un ETF Ethereum, donc toutes les alts vont pumper. Ça, c'est pas du tout rationnel parce que ça n'a aucune logique en fait. Pourquoi est-ce que toutes les alts auraient des phases haussières? Même, ce serait peut-être même limite l'inverse. Parce que la liquidité va se concentrer sur quoi? Sur Ethereum et sur son écosystème. Tous les projets en fait qui sont absolument pas dans l'écosystème Ethereum, pourquoi est-ce qu'ils en profiteraient? Ça n'a aucun sens en fait, tout simplement. Donc encore une fois, il peut y avoir des narratifs. Aujourd'hui, les principaux narratifs, on les connaît. C'est IA, c'est RWA et c'est Memcoin. Voilà. Alors certaines personnes aimeraient qu'il y ait d'autres narratifs sur d'autres secteurs. C'est pas le cas. Donc factuellement, c'est pas le cas. Les NFT, c'est une hécatombe. Alors est-ce que, vu que beaucoup de NFT ont été faits sur Ethereum, est-ce que ça peut rebooster un petit peu tout ça? Pas forcément, encore une fois, pas forcément. Ça peut être le cas, mais pas forcément. Moi, je mise beaucoup plus sur tout ce qui touche à la DeFi plutôt qu'aux NFT. Moi, les NFT, j'ai toujours été extrêmement réticent par rapport à ça, extrêmement pessimiste même, et je pense que j'ai eu raison de ne pas y avoir touché, parce que quand je vois aujourd'hui l'hécatombe que c'est au niveau des collections phares de 2020-2021, je peux vous assurer en fait que j'ai bien fait de ne pas mettre vraiment de billes là-dedans. J'ai foutu quelques micro-tickets juste pour m'amuser et pour voir un petit peu ce qui se passe, rien de plus. Donc, pour moi, en tout cas, les projets vraiment intéressants, c'est tout ce qui touche à la DeFi, au restaking, avec des projets comme Eden Layer, Etherfi, Renzo, qui ont émis justement leur token. Peut-être même des Layer 2 comme Starknet qui n'ont pas donné grand-chose pour l'instant depuis qu'ils ont été listés. Mais c'est normal parce que le contexte ne s'y prêtait pas. Donc c'est tout ça en fait de mon point de vue qu'il faut être capable de surveiller. Mais il faut être objectif. Est-ce que vous allez vous focus sur des blockchains qui n'ont rien à voir par rapport à Ethereum ou vous allez vous concentrer sur des projets en fait qui ont tout à voir avec Ethereum? Encore une fois, il faut être logique. Voilà. Donc en tout cas, moi, je ne suis pas dans l'anticipation. Aujourd'hui, les choses semblent se détendre sur Ethereum. Il y a de quoi faire, je pense, sur cet écosystème-là. Donc voilà en tout cas un petit peu par rapport à ça. Maintenant, si on regarde un petit peu donc, le comportement des investisseurs pour voir un petit peu où est-ce qu'on est dans ce cycle. Ce cycle, comme la plupart des précédents cycles, il est unique. D'accord ? Il est unique. Pourquoi ? Notamment si on regarde le comportement des investisseurs, je rappelle en bleu, on a les investisseurs de long terme. Ça veut dire ceux qui ont au moins conservé plus de 6 mois leur Bitcoin et les investisseurs de court terme. En général, c'est toujours le cas. Dans les phases haussières, c'est toujours drivé par les investisseurs de court terme parce que c'est tout simplement voilà, ceux qui ont acheté depuis longtemps. Quand ils commencent à avoir des grosses plus-values, ils vont forcément vendre dans des belles phases haussières et ça va attirer tous les nouveaux qui vont apporter de la liquidité, qui vont tirer vers le haut les cours et donc les prix. Et donc forcément, on a systématiquement des inversions de courbes. Là, ce qui est assez particulier, c'est que on a les signes d'un top. Voilà. Là, on a clairement un plateau qui a été atteint. Ça veut dire que les investisseurs de long terme, ils ne vendent plus. Même c'est encore pire, ils réaccumulent. On voit que ça remonte un petit peu. Les investisseurs de court terme qui ont été attirés par toute la phase de hausse, notamment quand il y a eu le listing des ETF Bitcoin, au final, ça s'essouffle et c'est en train de rebaisser. Donc ça, c'est des caractéristiques normalement d'un marché qui a atteint une maturité par rapport à son cycle haussier et qui part sur une phase plutôt, on va dire, d'accumulation, voire de tendance plutôt baissière. Et ce qui est assez ironique, c'est que c'est en train de se produire sur un Bitcoin qui évolue toujours dans la zone des 70 000 $. On est toujours tout en haut et on n'a pas réellement en fait de signe aujourd'hui de top de marché. Donc c'est là où je vous dis en fait encore une fois que les marchés, ils ne se répètent pas à l'identique et ils ne se répéteront jamais à l'identique. Ceux qui ne se basent que sur quelques indicateurs pour être capables de prendre des décisions, en général, ils se font toujours massacrer par le marché parce que c'est tout le temps en train de changer. Et là, ça en est justement la preuve. Maintenant, si on regarde un autre indicateur qui est le Realized Price, qui est en fait on va dire que c'est le prix réel d'achat. On va dire que c'est la moyenne d'achat de l'ensemble des bitcoins. Et on va bien évidemment ajouter un filtre entre la moyenne d'achat des investisseurs de court terme et des investisseurs de long terme. Encore une fois, ce sont les investisseurs de court terme qui font la hausse. Ça, c'est toujours important quand même de le prendre en compte. Et ce sont les investisseurs de long terme qui vont être là pour faire les corrections et marquer
les tops de marché quand il va y avoir des ventes très importantes, parce que les plus-values sont très importantes tout simplement et que beaucoup de personnes vont être tentées d'encaisser en tout cas en partie leur plus-value, ce qui est un comportement qui est parfaitement normal. Aujourd'hui, on voit que cette courbe rouge, elle a été parfaitement défendue par le Bitcoin et ça c'est important parce que d'un point de vue psychologique, il ne faut absolument pas que les investisseurs de court terme commencent à prendre des grosses pertes. Parce que quand ils commencent à prendre des pertes, forcément, ils ne vont pas être contents. Forcément, ils ne vont pas commencer à dire à tous leurs potes « les cryptos c'est génial, je gagne plein d'argent ». Non, ils vont dire « c'est de la merde, je me suis fait rincer, il ne faut surtout pas y aller ». Et donc, d'un point de vue psychologique, c'est un niveau qu'il ne faut pas casser. Et très souvent, dès lors qu'on casse ce niveau, eh ben en fait, c'est des signaux extrêmement importants à prendre en compte sur des retournements de tendance. On l'avait notamment vu en 2021, lorsqu'on l'avait cassé une première fois ici. En fait, par rapport au Bitcoin, en fait, ça avait clairement marqué la fin. Alors même si on avait fait un magnifique rallye et un magnifique rebond ici, en réalité, le Bitcoin n'a pas été capable de réellement faire un vrai nouveau plus haut, bien plus haut. Et après, on est reparti en tendance baissière. Encore une fois, vous voyez que ici, le niveau avait été défendu. Il y avait clairement eu un relan d'espoir. Et quand on l'a répété ici, ça a été ensuite une résistance. Pourquoi? C'est complètement normal. Parce que là, on commence à prendre des pertes colossales. Quand le prix rebondit, il se passe quoi? Ben, en fait, on a un choix. C'est soit on accepte de vendre plus ou moins à break-even, soit on conserve. Mais le problème, c'est que quand le sentiment global commence à partir baissier, dès qu'on commence un petit peu à être proche du break-even, on vend. Et c'est pour ça en fait que ces niveaux-là sont des niveaux de résistance importants. Ensuite, on l'a retesté une nouvelle fois ici. Et après, il a fallu qu'on le rebreak sur ce niveau-là pour être capable de renvoyer une nouvelle tendance. C'est un niveau qui a été quand même plus ou moins bien défendu jusqu'à présent. Et c'est un niveau qui doit être défendu. Donc pour l'instant, il n'y a pas réellement de signaux particulièrement baissier qui nous ferait craindre, on va dire, un top de marché. Mais par contre, c'est hyper intéressant de voir qu'on a un Bitcoin qui peut changer en termes de comportement avec des phases haussières qui sont moins puissantes que ce qu'on a pu avoir auparavant, des phases de consolidation et de stabilisation qui vont être encore plus longues et qui vont permettre de construire une dynamique haussière peut-être beaucoup plus saine. Un des gros reproches qu'on peut avoir lors des précédents cycles, c'est que ça monte très très fort, très très vite, ça consolide quasiment jamais et après on se prend des énormes corrections dans la gueule. Là en fait on a vraiment des comportements qui sont différents et c'est normal parce qu'on a des acteurs qui sont différents. Quand vous avez des institutions financières qui rentrent sur le Bitcoin, mais ils ne sont pas là pour une semaine, ils n'en ont rien à foutre en fait de rentrer juste sur une semaine. Ils rentrent pour du long terme. Quand ils allouent en fait 2-3% de leurs fonds sur du Bitcoin, c'est sur du long terme. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire en fait qu'on va avoir encore plus d'acteurs qui ne vont pas vendre tout bêtement leur Bitcoin à la moindre petite correction. Et donc ça peut apporter des changements vraiment importants en termes de comportement. Peut-être, et je dis bien peut-être encore une fois de plus, qu'on peut avoir moins de baisses violentes. Tout comme on peut avoir moins de hausses violentes. Parce que ces mêmes fonds, quand ils vont commencer à faire des belles plus-values, ils ne vont pas attendre de faire un x10. Déjà, s'ils font 30 ou 40% de hausse, ils peuvent déjà faire du rééquilibrage, commencer à vendre. Et donc, ça peut provoquer en fait des comportements beaucoup moins volatiles, avec des phases de hausse qui vont être moins puissantes, des phases de baisse également qui vont être beaucoup moins puissantes. Encore une fois, tout cela n'est que pure spéculation, mais ce serait vraiment pas surprenant qu'on ait ce genre de comportement qui se matérialise. Maintenant, on va terminer avec les alts. Encore une fois, il y a différentes règles pour être capable en fait de surpondérer par exemple certaines sections en fait de son portefeuille. Quand on a l'ensemble du marché qui sous-performe Bitcoin, il faut être massivement exposé au Bitcoin, c'est juste du bon sens. Quand on a l'Ether qui commence à être dans une phase de surperformance par rapport au Bitcoin, chose qui n'est pas encore actée, mais qui, de mon point de vue, est quand même en bonne voie. Il faut bien évidemment surpondérer la partie Ethereum, mais ensuite, est-ce qu'il faut surpondérer la partie alt? Pour ça, il faut comparer les alts par rapport à l'Ether. Aujourd'hui, on a clairement eu depuis juin une phase haussière des altcoins. Donc ça veut dire que les alts ont fait mieux que l'Ethereum, clairement. Mais on a atteint un plafond à la fin de l'année 2023
où on est plutôt parti dans une phase de range relativement volatile. Et là, on est revenu de suite taper plutôt le bas de cette zone de range. Si on a un Ether qui commence à être très fort, il y a de fortes chances pour qu'au final, on continue à repartir à la baisse et on peut même revenir chercher sur les plus bas. Et ça veut dire que durant toute cette période-là, les altcoins, dans leur globalité, ne sont pas intéressantes. L'Ether l'est beaucoup plus. Et donc, il faut uniquement surpondérer l'Ethereum. Bien évidemment, en fait, que si on vient breaker, par contre, à un moment, cette zone-là, la zone des 146, là, par contre, ça veut dire qu'une forte pondération dans des altcoins autres qu'Ethereum, c'est effectivement une bonne chose. Il y a un autre indicateur qu'on pourrait prendre, ce n'est pas le Total 3, c'est celui qui s'appelle Other et qui en fait a exclu le top 10 un petit peu pour enlever en fait moi ce que j'appelle les dino coins, en l'occurrence les coins qui servent à rien. Alors, en fait dedans il y a XRP, il y a Bitcoin Cash, il y a Litecoin, en fait des trucs qui font plus rien, qui sont juste tradés par les algos et qui d'un point de vue fondamental n'ont pas une grande utilité. En fait si on les enlève, on pourrait se dire est-ce que ça améliore les choses ou pas? En réalité pas vraiment, franchement pas vraiment. Là, je vous mets en fait le graphe, mais franchement, pas vraiment. Vous voyez que le comportement, il est plus ou moins similaire. Alors oui, on a eu une phase haussière plus importante. Et c'est là où vous voyez en fait que les dino coins, quand en fait on les vire, on peut avoir des résultats qui sont un peu plus intéressants. C'est justement ce que moi j'ai fait dans ma stratégie. Il faut absolument virer ces coins qui ne servent à rien. Et bien là, pour le coup, on le voit. On a vraiment une phase de hausse qui a été beaucoup plus puissante, mais on est toujours dans cette phase de range qui est même limite un peu mieux dessinée qu'avec le Total 3. Et on voit qu'on est clairement sur le bas. On est vraiment sur le bas, donc la question est de savoir est-ce qu'on va le breaker à la baisse ou pas. Encore une fois, de manière objective, si on le break à la baisse, ça veut dire qu'une pondération uniquement sur BTC et beaucoup d'Ether, ben c'est en fait la chose la plus cohérente. Voilà. Après, on peut toujours avoir une exposition sur les alts, bien évidemment, et c'est ce que moi je vais continuer à faire, mais il n'y aura pas de surpondération, il y aura surtout une surpondération sur ETH, parce que c'est là où il y aura le meilleur ratio risk-reward. Et n'oubliez jamais en fait ce ratio qui est hyper important. Pourquoi vous allez prendre plus de risques sur un actif qui ne donne pas de meilleur rendement? Ça n'a aucun sens. Voilà. Donc d'un point de vue purement investisseur, il faut aller chercher les actifs qui ont le meilleur ratio risk-reward et pas les actifs sur lesquels vous avez un biais et que vous affectionnez particulièrement pour X ou Y raison. Ça, c'est pas rationnel. Par contre, être rationnel, c'est dire cette crypto-monnaie-là, c'est le meilleur risk-reward. Donc, ça a le plus de sens de la surpondérer dans mon portefeuille. Voilà. Donc, j'espère en tout cas que c'est clair par rapport à tout ça. Donc, l'ETF Ethereum, de mon point de vue, et surtout le shift réglementaire qui est en train d'être fait, donc le virage à 180 degrés qui est fait aujourd'hui du côté de l'oncle Sam, c'est bien évidemment bénéfique pour les crypto-monnaies. C'est malheureusement regrettable pour l'Europe qui ne va pas en profiter. Au contraire, qui va même, je pense, en subir les conséquences parce que peut-être que de nombreuses entreprises vont peut-être maintenant repartir du côté américain parce qu'ils vont préférer être chez l'oncle Sam plutôt qu'en Europe avec toujours une réglementation extrêmement lourde et extrêmement contraignante et extrêmement coûteuse également. Il ne faut quand même pas oublier en fait que pour avoir des licences aujourd'hui en Europe, si on veut un PSAN, ça coûte des centaines de milliers d'euros. Comment vous voulez qu'une start-up puisse se lancer si elle doit avoir un PSAN et dépenser déjà, avant même qu'elle ait commencé à avoir un business rentable, des centaines de milliers d'euros en frais d'avocat pour avoir une licence qui en plus ne sert pas à grand chose parce que personne va aller vérifier ce qu'ils font. Donc vous voyez bien en fait l'absurdité. En fait ces réglementations très souvent, elles ne font que favoriser les gros et en fait ça tue l'innovation. Parce que quand vous êtes une start-up, vous n'avez pas 200, 300 000 euros à cramer pour avoir une licence. Je veux dire, avant même de dépenser autant de pognon, ben, il faut déjà innover, il faut déjà commencer à développer, à avoir un business model à peu près rentable et après éventuellement être capable d'avoir une licence. Mais en fait, encore une fois, en France et en Europe, ça on ne sait pas. En fait, l'innovation, on a beaucoup de mal avec ça. Et donc en fait, on fait l'inverse.
On fait l'inverse, donc on leur dit non, non, il faut absolument cette licence-là. Et en plus, licence qui pour l'instant n'est pas vraiment harmonisée d'un point de vue européen. Donc on va faire un effort colossal pour toucher un seul pays, qui n'est pas un très très grand pays. Encore une fois, du côté américain, au moins on s'emmerde à le faire de leur côté. Ce sera sûrement beaucoup moins contraignant et on va toucher tout de suite des centaines de millions de personnes. Donc c'est quand même beaucoup plus efficace. Et c'est pas pour rien qu'en général, les Américains sont beaucoup plus efficaces dans tout ce qui touche au business. Bref. Donc voilà un petit peu en tout cas par rapport à tout ça. Donc maintenant il sera hyper intéressant de suivre un petit peu comment tout ça va évoluer. Les ETF vont prendre un peu de temps pour être lancés parce que vu qu'en fait ils n'ont pas du tout avancé sur les sujets, ils n'ont que validé un premier formulaire, il faut qu'ils valident un deuxième formulaire qui s'appelle le formulaire S1 pour vraiment acter le lancement par la suite des ETF. Donc ça peut prendre a priori quelques semaines de plus. Donc il y aura probablement pas mal de spéculation. Est-ce que... Attention parce qu'il peut y avoir de la spéculation, mais si quand les ETF sont lancés, ils n'ont pas le succès espéré, ça peut aussi être un petit peu la douche froide par rapport à ça. Donc si spéculation il y a durant quelques semaines, un conseil, profitez-en. Mais par contre, soyez prudent pour le jour où quand l'ETF va vraiment être, les ETF vont vraiment être lancés. Soyez quand même prudent et pas trop enthousiaste non plus. J'attendrai quand même de voir un petit peu les premiers reculs parce que autant le fait que les fonds et que les grandes institutions commencent à allouer une partie de leur pondération sur du Bitcoin, ça peut avoir du sens. L'Ether est beaucoup moins compris. L'Ether est beaucoup plus complexe à comprendre. Et donc, ce n'est pas certain que le résultat sera le même. Encore une fois, juste, il ne faut pas faire du copier-coller en mode sur le Bitcoin, il s'est passé ci, donc sur l'Ether, il va se passer ça. Soyez quand même un peu plus développer en fait dans vos analyses. Je vois beaucoup de personnes en fait qui font souvent juste des calques en mode il s'est passé ci donc il va se passer ça. Mais non, évidemment que non, en fait les choses sont jamais aussi simples que ça. Et le Bitcoin n'est pas l'Ethereum. Donc le comportement des investisseurs, des institutions par rapport au Bitcoin peut ne pas du tout être le même que pour l'Ether et c'est là exactement la même chose pour les autres projets. On commence déjà à parler d'ETF sur Solana, c'est exactement la même chose. Donc voilà, en tout cas, si spéculation il y a, un conseil, profitez-en. C'est tout l'intérêt de la gestion active, c'est justement ce que nous on fait, être capable de prendre du risque quand c'est intéressant, quand il commence à être nécessaire d'être un petit peu plus prudent, comme lorsque les ETF vont vraiment être lancés, parce que si c'est décevant, le marché peut se reprendre une claque. Donc ça, ne l'oubliez pas. Donc j'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à débattre de tout ça dans l'espace de commentaires et on se retrouve à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.